Alors, je remercie la JD de m'inviter aujourd'hui pour la deuxième partie de ce topo. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, oh là là, on est deux. Alors, bouchez-vous les oreilles, hein, mais il y a le jeune et le moins jeune. Alors, comment je vais essayer de reprendre la suite? Alors, en fait, pourquoi il y a un jeune et un moins jeune dans ce topo? Parce que vous avez bien compris que l'histoire de la médecine, c'est une transmission. En fait, quand on arrive, on a nos mentors au-dessus de nous qui ont fait des choses, et puis nous, on est là pour reprendre la suite, et puis pour à la fois poursuivre leurs découvertes, voir leurs erreurs, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, et avancer, en fait. Donc, je me suis dit, on me demande le futur du traitement du diabète. En fait, la question, c'est quel est le futur quand on est un jeune, alors je ne sais pas si je suis encore jeune, mais quand on est un jeune médecin-chercheur, et surtout quel est le futur aussi pour les patients, puisqu'en fait on est tous dans le même bateau, qui peut être soit un paquebot, soit une galère, ça dépend où est-ce qu'on se place en fait. Alors, Gérard vous a montré un petit peu qu'il y avait différentes écoles dans le traitement du diabète, et donc le jeune médecin-chercheur, il se retrouve en 2021 un petit peu soit à devoir choisir son camp, soit à devoir faire un peu le départage entre tout ça. Alors actuellement, il y a trois grandes écoles pour faire avancer le traitement du diabète. Il y a ce qu'on appelle les ingénieurs, c'est-à-dire ceux qui essayent de compenser par une machine la fonction du pancréas. Il y a les transplanteurs qui, pendant pas mal d'années, ont essayé d'injecter des cellules bêta prélevées sur des donneurs et qui maintenant sont des transplanteurs qui travaillent avec des ingénieurs pour essayer de réinjecter des cellules fabriquées en laboratoire. Et puis, il y a une troisième équipe qu'on oublie un peu souvent parce qu'elle est souvent cachée derrière les transplanteurs. Ce sont les immunologistes qui, eux, essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le diabète, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce système immunitaire il est tellement actif uniquement contre une seule cellule et que tout se passe bien pour le reste. Et c'est cette voie-là, on en parle un peu moins, mais elle est encore active et elle a encore des choses à nous apprendre. Alors, si on veut faire une analogie entre le diabète et un autre champ d'études scientifiques, moi j'aime bien prendre pour exemple la théorie de l'expansion de l'univers, de la création de l'univers et la théorie du Big Bang. Alors, le Big Bang, en fait, c'est une théorie qui dit qu'il y a eu une explosion il y a des centaines de milliards d'années, qui a abouti à la création de la matière, qui s'est expandue jusqu'à faire les planètes, les galaxies, les soleils. Alors les physiciens, ils arrivent très bien à nous expliquer comment, à partir de 3 électrons et 2 neutrons et 1 proton, et puis tout le reste, là, les neutrinos et toutes les autres particules qui ont des noms bizarres, on arrive à la fin à une planète sur laquelle marchent des êtres vivants, mais personne n'arrive à nous expliquer pourquoi il y a eu cette explosion au début. Et dans le diabète, c'est un peu la même chose en fait. On sait très bien ce qui se passe au niveau de la réaction auto-immune au début de la maladie, mais en fait, on ne sait toujours pas ce qui la déclenche, cette réaction auto-immune en fait. Et là, il faut être un peu humble. On a encore des choses à apprendre sur le diabète. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de questions autour de cette maladie qui restent sans réponse. Pourquoi est-ce qu'on voit des patients qui, de plus en plus jeunes, pourquoi quand j'ai commencé, moi, il y a 15 ans, ma carrière, l'âge moyen de découverte du diabète, c'était 12 ans, c'est maintenant 8 ans. Pourquoi on a tellement d'enfants de moins de 6 ans qui apparaissent de plus en plus? Pourquoi la géographie du diabète, elle n'est pas la même suivant les pays, hein? Pourquoi, par exemple, plus on monte vers le nord de l'Europe, plus il y a de diabète de type 1, et puis dans le nord de l'Europe, si on regarde des régions très proches comme la Finlande et le nord de la Russie, on voit que si on trace la frontière, le nombre de diabète n'est pas les mêmes en Finlande et en Russie, en fait. Pourquoi est-ce que les enfants de patients ne sont pas plus malades? On sait qu'il y a une prédisposition d'un terrain génétique. Les parents, ils transmettent leurs gènes à leurs enfants. Alors pourquoi est-ce que leurs enfants, de génération en génération, pourquoi est-ce que les enfants ne sont pas de plus en plus diabétiques? Et pourquoi les patients avec diabète ne font pas des enfants qui font un diabète, qui eux-mêmes font des enfants avec diabète? Ça, on sait que ce n'est pas vrai. Et pourquoi? Pourquoi on nous dit que plus les populations sont en bonne santé, et notamment plus la mortalité infantile diminue, plus le nombre de diabètes diminue? Ça, on n'en sait rien non plus, en fait. Et en fait, pourquoi, si c'est une maladie auto-immune, pourquoi est-ce que nos patients,
ils n'ont pas d'autres maladies associées à ce diabète. Pourquoi la plupart du temps, la seule maladie auto-immune qu'ont les enfants, c'est le diabète en fait. Donc vous voyez, encore beaucoup de choses à répondre pour comprendre sur cette maladie. Quand on est médecin, on ne fait pas forcément de la recherche. Quand on veut faire de la recherche, c'est forcément pour répondre à des questions. Et en tant que médecin, nous, quand on a fait médecine, c'est pour soigner des gens. Et donc, la première, quand on fait de la recherche en tant que médecin, c'est évidemment pour essayer d'améliorer l'état de santé de nos patients, en fait. Hein. C'est ça le but. Et qui dit améliorer l'état de santé, dit aussi améliorer la qualité de vie de nos patients. Alors, ce topo, c'est futur du traitement. Donc, je vais essentiellement vous parler des voies futures de traitement. Je parlerai assez peu de tout ce qui est cause de la maladie. On y dira quand même quelques mots à un moment pour vous expliquer les traitements immunologiques, mais c'est sur cette partie-là que j'ai choisi d'orienter mon topo. Alors, désolé, je vais éluder tout de suite un mirage. Si je ne fais pas de recherche dans le diabète pour guérir la maladie, je n'ai pas la prétention de dire ça, tout simplement parce que c'est une maladie dont on ne connaît toujours pas la cause initiale, et actuellement, tous les laboratoires qui font de la recherche dans le diabète de type 1, le but est d'améliorer le traitement des patients, d'améliorer les compréhensions de la maladie pour essayer de développer des traitements, mais on est encore extrêmement loin de la guérison, et je suis même pas sûr que sur ma génération, la suivante ou la suivante, verra la guérison de cette maladie. Donc je vous ai dit, quand on fait de la recherche, il faut avoir une question. En tant que jeune chercheur, on a une question, et puis on va travailler pour trouver les réponses. Donc la question, je vous l'ai dit, c'est comment on peut améliorer l'état de santé de nos patients. Et donc on avance en permanence pour essayer de répondre à cette question. La recherche, c'est aussi un travail d'équipe. On ne fait pas de la recherche tout seul dans son coin. On fait toujours de la recherche avec une équipe, et c'est pour ça, vous voyez, ces gens qui montent, qui essayent de faire cette ascension vers leur but, ce n'est pas une seule personne, c'est toute une équipe. Il y a des gens qui poussent, il y a des gens qui aident les autres à monter, et c'est ça la recherche. Alors, j'ai dit améliorer l'état de santé de nos patients. Alors j'allais dire un mot grossier, mais qu'est-ce qui vraiment nous embête et qui embête les patients dans cette maladie? C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, un même jour, la même dose d'insuline, on mange la même chose, paf, un jour la glycémie, elle est dans la cible, le lendemain, elle est hors de la cible, on n'y comprend rien, le médecin non plus, il n'y comprend rien. Voilà ce qui nous emmerde en fait, c'est ça. C'est la variabilité glycémique. Et donc, améliorer le traitement du diabète, c'est traiter cette variabilité glycémique. Ce n'est pas traiter de l'hyper ou traiter de l'hypo, c'est traiter cette variabilité glycémique. Et tout ce qu'on développe actuellement, le but, ça va être de traiter cette variabilité. Alors attention, on soigne du diabète. Les patients que je suis, ils savent que je n'arrête pas de dire la même chose en consultation. Quand les patients ils me disent « Oh là là, le diabète, il n'est pas équilibré. Le diabète de mon enfant, il n'est pas stable. » Moi, je leur dis bah, « De toute façon, si ça ne varie pas, c'est que ce n'est pas un diabète en fait. » La glycémie dans le diabète, tout ce qu'elle fait, c'est monter et descendre. Et tout ce qu'on fait dans la journée, à part quand l'enfant dort, c'est faire monter ou descendre la glycémie. Quand il mange, ça monte. Quand on fait de l'insuline, ça descend. Quand on resucre, ça monte. Quand il fait du sport, ça descend. Donc on est en permanence vers le haut ou vers le bas. Et l'idée, c'est d'essayer de le maintenir. C'est pour ça qu'on vous parle de cette cible-là. Mais c'est d'essayer de maintenir entre deux extrêmes et d'essayer de diminuer cette variabilité. En plus, c'est comme si vous agitez une corde, plus les amplitudes vont être importantes, plus les variations elles vont se poursuivre le long de la corde. Et en plus, on sait bien que la glycémie, la dose du matin peut parfois aller jusqu'à influencer la glycémie du soir. Alors, chez le patient diabétique, ça varie beaucoup, mais Gérard vous a montré que chez le patient non diabétique, ça varie pas beaucoup, en fait, la glycémie. Alors, pourquoi ça varie si peu chez le patient non diabétique, la glycémie, à part si on boit des litres de Coca-Cola? Alors là, je vais faire un petit peu de physiologie, je vais essayer de résumer un peu les choses. En fait, dans ces îlots de Langerhans, c'est un peu des espèces de disques durs de la glycémie. Et en fait, il y a différents types de cellules dans ces îlots. Il y a des cellules hypoglycémiantes, qui sont les cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Il y a des cellules hyperglycémiantes, qui sont les cellules alpha qui sécrètent le glucagon. Et en fait, cet îlot, en permanence, il reçoit la glycémie. Et les cellules alpha et les cellules bêta, elles vont analyser
cette glycémie, décider la quantité d'insuline et de glucagon qu'elles vont produire. Elles vont prendre en compte aussi la quantité de glucagon et d'insuline qu'elles ont produite dans les heures précédentes. Et donc, au final, elles vont se mettre d'accord entre elles et elles vont produire un certain mélange qui va contenir parfois beaucoup d'insuline et très peu de glucagon ou l'inverse. Et ce mélange, il va aller directement dans la circulation sanguine, proche de l'intestin, dans un organe dont on parle assez peu, mais qui est extrêmement importante pour la régulation de la glycémie, qui est le foie. Et en fait, cette espèce de message envoyé par l'îlot de Langerhans, il va arriver sur le foie va traiter tout ça et va faire en sorte que la glycémie monte peu après les repas ou ne descende pas à distance des repas, en fait. Et donc, tant que dans le diabète, il n'y a plus de cellules bêta, donc il n'y a plus de discussion entre les cellules bêta et les cellules alpha, donc il y a l'insuline sous la peau qui fait descendre la glycémie, mais qui n'a aucune discussion avec les cellules hyperglycémiantes. Donc en fait, ce dialogue il est complètement rompu, en fait. Et tant que ce dialogue ne pourra pas être remis en place, à ce moment-là, la variabilité se met en place et l'insuline dans son coin fait une chose, le glucagon du patient, le glucagon pancréatique fait autre chose, et donc tout ça, ça entraîne cette variabilité, en fait. Alors, comment on peut améliorer cette variabilité glycémique ? Les 100 ans de l'insuline, la première chose pour améliorer cette variabilité glycémique, ça va être d'améliorer les insulines. Donc vous avez vu un petit peu les différents progrès de l'insuline. Vous avez ici un schéma où vous avez en rouge l'ancienne insuline NPH. Donc les patients les plus âgés se souviennent de cette insuline lente qu'il fallait injecter 2 fois par jour. Et en bleu, vous avez l'insuline glargine, la Lantus. La Lantus, elle est arrivée en 2004 chez l'enfant, puisque à l'époque, j'étais interne justement chez le professeur Tchernikov. Et je me souviens quand c'était les premiers patients qui ont switché de la NPH à la glargine, et vous voyez le profil de cette insuline. Vous voyez la NPH, quand on l'injectait, la quantité d'insuline dans le sang augmentait de façon très importante pendant les premières heures, puis redescendait. Pour une insuline qui est censée assurer les besoins de base, qui sont censés être les besoins de base en insuline, c'est censé être constant dans la journée, vous voyez, l'insuline n'était pas très, très adaptée, puisqu'on en avait beaucoup après l'injection et pas beaucoup à distance, en fait. Donc la première révolution, ça a été l'arrivée de la glargine, qui avait quand même s'il y a quelques petites hausses et basses, qui avait quand même un profil assez plat. Et ça a vraiment révolutionné la vie des patients, et ça a révolutionné aussi l'équilibre glycémique. Ça a permis de faire pour la première fois chez les enfants ce qu'on appelait des vrais traitements basal-bolus, c'est-à-dire des traitements qui mimaient de façon plus physiologique la façon dont le pancréas sécrétait l'insuline. Et puis depuis 2004, on a de nouvelles insulines qui sont arrivées et qui sont de plus en plus stables, qui agissent de plus en plus longtemps et qui permettent une variabilité glycémique à distance des repas la plus basse possible, et notamment la nuit. Donc on a maintenant la glargine U300, qui est une nouvelle forme de Lantus qui est encore plus stable que la Lantus et qui a une action encore plus prolongée. Une autre de chez Novo, qui est la Degludec, qui pareil a des profils d'action très stables et qui permettent d'avoir une variation glycémie moindre, notamment pendant la nuit, et de diminuer le risque d'hypoglycémie nocturne. Et puis il y a des nouvelles insulines qui vont aussi arriver. Alors pour l'instant, elles sont surtout développées pour le diabète de type 2. Je vous ai mis quelques noms, la Lycodec, la Bifinsuline. Ce sont des insulines lentes qu'on n'injectera qu'une fois par semaine, avec des profils extrêmement stables et extrêmement reproductibles d'un jour à l'autre. Alors on est encore dans la recherche préclinique, mais on peut imaginer que peut-être il y aura une place pour ces nouvelles insulines lentes pour le traitement des patients. Alors la deuxième façon d'améliorer la variabilité glycémique, ça va être d'améliorer les insulines rapides. Vous voyez ici en noir la façon dont le pancréas produit de l'insuline après un repas. Vous voyez, après un repas, il y a un pic d'insulinémie très rapide, c'est la première petite montagne noire, très très proche du début du repas, et puis ensuite il y a une deuxième phase un peu plus prolongée qu'on appelle la deuxième phase de sécrétion d'insuline, vous voyez, où l'insulinémie remonte, et puis ensuite au bout de 50 minutes ça diminue parce qu'on en a assez dans le sang. Je vous ai mis en rouge ce qu'on fait actuellement avec les analogues rapides de l'insuline. Donc, vous voyez, on l'injecte à 0 et vous voyez que le pic il arrive en général 30 à 45 minutes après l'injection, et puis ça redescend et parfois ça agit jusqu'à 3 heures. Donc vous voyez, déjà avec nos insulines rapides, on est vraiment très loin de reproduire ce que fait le pancréas, et on n'a que ça, donc il faut faire avec.
Donc, qu'est-ce que les industriels essayent de faire? Les industriels essayent de développer des insulines rapides, de plus en plus rapides. Alors, vous avez entendu parler de la FIASP, vous avez récemment peut-être entendu parler de la nouvelle de chez Lilly, qui est équivalente à la FIASP, qui est une insuline ultra rapide, dont je ne vous donnerai pas le nom parce qu'en fait, je n'arrive pas à le prononcer. Et du coup, je n'arrive pas à le retenir, mais bon, voilà. Voilà, la Nungen. Merci, monsieur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ces insulines? C'est des insulines qui ont un pic plus précoce, qui a un pic qui survient avant 30 minutes. Alors, vous voyez que ça fait un pic qui survient à la deuxième montée d'insuline. Donc, on est encore très loin de ce qu'on aurait besoin. Et qui, globalement, a une durée d'action assez similaire à ce qu'on a actuellement, en fait. Donc, on a beaucoup attendu de ces insulines. C'est, au final, plutôt, je dirais... décevant. Ces nouvelles insulines, elles ont montré qu'elles n'entraînaient pas en tout cas plus d'hypoglycémie que les analogues rapides de l'insuline, ce qui est déjà pas mal, qu'on pouvait avoir un certain bénéfice sur certains repas, comme par exemple le petit déjeuner où la glycémie monte très haut et très vite, et que là, ça pouvait être intéressant, mais globalement, dans les études cliniques, il n'y a pas de vraie amélioration de l'HbA1c chez les patients en long terme. Donc, notre position, elle est un petit peu mitigée vis-à-vis de ces nouvelles insulines. Donc, on a beaucoup de données pour l'insuline ultra rapide de Novo, un peu moins pour celle avec le nom que monsieur redonnera parce que je l'ai déjà oublié. La Numgen, merci. Voyez, on a un duo qui est bien rodé. Hein. On n'a pas préparé. Alors, et donc, celle-là, elle est actuellement en cours d'évaluation. On a participé à l'étude clinique pour essayer d'évaluer le profil de l'insuline. Mais les résultats qu'on a eus dans l'étude vous laissent à penser que ça marchera à peu près comme la FIAS. Donc il y a de la place pour des ultra rapides qui sont en cours de développement et dont on espère qu'elles arriveront dans les premiers essais cliniques dans les 5 ans qui viennent. Alors l'histoire de l'insuline n'est pas finie puisqu'il y a les laboratoires essayent de développer de plus en plus des insulines qu'on dit intelligentes, c'est-à-dire des insulines chimiquement modifiées. Qu'est-ce que c'est ces insulines chimiquement modifiées? C'est des insulines en fait qui vont se balader dans le sang fixé à une molécule de liaison. Et en fait, le lien entre cette insuline et cette molécule de liaison, il va être conditionné par la glycémie. Quand la glycémie va monter, l'insuline elle va se détacher de la protéine de liaison pour aller agir et faire baisser la glycémie. Et quand la glycémie va descendre, au contraire, cette insuline elle va rester collée à sa protéine de liaison et donc elle ne pourra pas agir. Donc là, il y a des produits en cours de développement avec des résultats plutôt intéressants chez l'animal. Et donc, on peut espérer peut-être une arrivée de ces insulines, probablement plus dans les 10 ans que dans les 5 ans, et peut-être des premiers essais cliniques dans les 10 ans qui viennent, chez l'homme, d'abord chez l'adulte, évidemment, et ensuite chez l'enfant. La grande révolution, celle qu'on connaît actuellement, et c'est celle que vous allez connaître dans les mois qui viennent, je l'espère, ce sont les systèmes en boucle fermée. Alors maintenant, on dit système automatisé de délivrance de l'insuline, c'est comme ça que ça s'appelle. On ne parle plus vraiment de boucle fermée. Alors qu'est-ce que c'est ces systèmes? Le professeur Gérard vous a bien montré un petit peu quel est le principe. Donc l'idée, ça va être de jouer encore sur la variabilité glycémique, mais en fournissant au patient la quantité d'insuline dont il a besoin en temps réel par rapport à sa glycémie. Donc, c'est des systèmes qui vont comprendre un capteur de glycémie qui va être relié à une pompe à insuline. Et ce qui va faire le lien entre ces deux dispositifs, ça va être un algorithme, c'est-à-dire une formule qui va intégrer les variations de la glycémie et qui va en temps réel donner la bonne quantité d'insuline en fonction de la glycémie. Donc il y a déjà un algorithme qui existe et qui est remboursé depuis plusieurs années, c'est l'algorithme d'arrêt avant hypo. Il y a peut-être certains d'entre vous dont les enfants bénéficient du système. C'était déjà un début d'algorithme, le fait d'arrêter l'insuline quand la glycémie baissait, mais c'était vraiment un algorithme très simple puisque c'était un principe on-off. Là, vraiment, l'idée, ça va être d'augmenter progressivement l'insuline quand la glycémie monte et de l'arrêter progressivement quand elle descend et de la supprimer complètement avant la survenue de l'hypoglycémie. Alors, ces systèmes automatisés de délivrance de l'insuline, il y en a différents, on les verra sur la diapositive suivante. Ils marchent très bien. Là, je vous montre le système français, qui est le système Diabeloop, auquel on participe pour le développement du système chez les enfants. Et là, je vous montre des résultats
sur une étude récente où on a mis le système chez une vingtaine d'enfants. Donc le système avec un algorithme assez, je dirais, assez simpliste, plutôt destiné à des adultes qu'à des enfants. Donc on leur a mis le système, on les a gardés 3 jours à l'hôpital, et puis ensuite ils sont repartis 6 semaines avec. Et vous voyez qu'en 6 semaines, alors évidemment on avait pris des patients, comme on était un peu anxieux de les envoyer dans la nature avec ce truc-là, on a pris des patients déjà avec un équilibre assez correct. On rappelle que c'est des systèmes qui donnent de l'insuline, donc on ne veut pas non plus coller l'enfant en hypoglycémie permanente. Et vous voyez que déjà, au bout de 6 semaines, quand on regarde le temps en hypoglycémie, on avait diminué par 2 le temps en hypoglycémie, on était à moins de 3% du temps en hypoglycémie, donc moins d'1 heure d'hypoglycémie par jour. Et puis on avait un temps dans la cible qui, en seulement 6 semaines, était passé de 56 à 66%, donc 10% de gain de temps dans la cible, à la fois le jour et la nuit. Et quand on regardait un petit peu les courbes de ces patients, pourquoi est-ce qu'ils avaient autant amélioré leur temps dans la cible? Simplement parce qu'en fait, on diminuait la variabilité glycémique. On a un indice qui s'appelle le coefficient de variation qui nous sert à estimer la variabilité glycémique des patients. Et on voit que ces patients, en fait, le principal chose qu'ils avaient amélioré très rapidement après avoir commencé à porter le système, c'était cette variation glycémique, ce coefficient de variation. Et c'est grâce à ça qu'on avait obtenu ce gain de 10% de temps dans la cible. Avec encore une fois un algorithme assez basique, qui depuis a fait encore des progrès, et donc on peut espérer que les choses vont encore continuer à s'améliorer. Donc il y a d'autres projets de développement de Diabeloop. Diabeloop est en train de travailler à un algorithme plus à destination des adolescents, donc il y a une étude qui commencera l'année prochaine chez les adolescents. Et puis on est en train aussi de monter une étude pour les moins de 6 ans, pour les petits-enfants, pour essayer aussi de leur permettre de bénéficier de ces systèmes. Alors, où est-ce qu'on en est de tous ces systèmes automatisés de délivrance de l'insuline? Il y a actuellement 5 systèmes en développement dans le monde. Donc, le système Control-IQ qui utilise la pompe Tandem. Donc, ça, c'est un système américain. Le système CAM-APS, qui est un système anglais de pancréas artificiel. Le système DBSG1, qui est le système français, qui est le système Diabeloop. Un autre système américain en cours de développement qui est le système Omnipod 5, donc ce sera la génération suivante d'Omnipod couplé au Dexcom avec un système automatisé de délivrance de l'insuline, et le système Medtronic, le système 780. Je vous ai mis ici sur cette diapositive les âges d'autorisation, c'est-à-dire les âges de marquage CE. Vous voyez que globalement tous ces systèmes pour l'instant ils sont plutôt à destination soit des adultes, soit des plus de 6 ans. Il n'y a que le système anglais qui a été développé pour pouvoir être utilisé dès l'âge de 1 an. Et puis la deuxième ligne, c'est le remboursement chez l'enfant. Et vous voyez que malheureusement, chez l'enfant, on n'est encore à aucun système remboursé. Le seul système qui est remboursé actuellement en France, c'est le système Diabeloop, mais ce système Diabeloop, il est uniquement remboursé chez les plus de 18 ans, en fait. En dessous, je vous ai mis un petit peu l'état des lieux des études qui ont été réalisées chez l'enfant. Donc, je vous ai mis enfants, adolescence, les études de sport, les études chez le jeune enfant et les études chez les adolescents difficiles. Alors, dans une étude clinique, ce qu'on appelle un adolescent difficile, c'est ce qu'on appelle chez nous un adolescent standard, en fait. Quand on regarde un petit peu leurs critères d'adolescent difficile, bon, voilà. Vous voyez que globalement, les deux systèmes qui ont publié le plus de résultats positifs, c'est le système Control-IQ et le système CAM-APS. Le système Medtronic a montré sa sécurité chez les enfants et chez les adolescents. Omnipod a publié récemment les résultats de sécurité et d'efficacité chez des plus de 6 ans. Pour DBSG1, les résultats de sécurité et les premières données d'efficacité seront bientôt publiés. Et puis, on a des études en cours. Donc, vous voyez que c'est vraiment un champ où tout est en train de progresser. L'algorithme, ce n'est pas des choses figées. Donc, il y a des nouvelles choses qui sont en train d'être développées, notamment améliorer la façon dont les algorithmes gèrent les variations de sensibilité à l'insuline suivant les moments de la journée, la façon dont ils gèrent les repas. Donc on peut espérer assez rapidement, et là ça va vraiment très vite sur le plan informatique, des algorithmes de plus en plus perfectionnés. Et en plus, comme ce sont des algorithmes qui sont pensés pour être auto-apprenants, le fait qu'il y ait beaucoup de patients qui vont le porter les premières générations font que les erreurs et les succès des premières générations d'algorithmes vont servir à l'auto-apprentissage des deuxièmes générations d'algorithmes. Donc c'est des choses qui vont aller assez vite et qui vont aller de mieux en mieux.
Donc ça, c'est pour les patients qui sont déjà avec un certain nombre de mois ou d'années d'évolution de la maladie. Une autre façon d'améliorer la variabilité glycémique, ça va être de prolonger ce qu'on appelle la rémission partielle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chose qu'on appelait avant en clinique la lune de miel, qui était une période qui durait de quelques semaines à quelques mois, juste après le diagnostic, qui existe toujours, où en fait le patient a un diabète assez facile à équilibrer, avec de faibles doses d'insuline, une variabilité très faible de la glycémie. L'HbA1c, c'est la période de la vie où on a la meilleure HbA1c, très peu d'hypoglycémie et très peu d'hyperglycémie. Alors pourquoi cette période de rémission partielle elle existe? En fait, c'est simplement la période où il reste encore des cellules à insuline dans les îlots de Langerhans, et il y a encore le fameux dialogue que je vous ai montré tout à l'heure entre cellules alpha et cellules bêta en fait. Et donc il y a tout un champ de la recherche, et l'idée c'est d'essayer de prolonger le plus longtemps possible chez les nouveaux patients cette rémission partielle qui permet d'équilibrer si facilement la maladie. Alors comment on fait ça? Pour faire ça, je vais vous faire juste une explication du diabète en accéléré. Donc, comment le diabète de type 1 apparaît? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un phénomène dont on ne sait pas ce que c'est, qui est une espèce d'agression initiale de la cellule bêta qui va entraîner la destruction des premières cellules bêta. Comme elles vont être détruites, il va y avoir des antigènes de la cellule bêta qui vont être largués dans le sang. Et puis ces antigènes, ils vont être récupérés par un groupe de cellules qu'on appelle les macrophages. Ces macrophages, ils vont digérer ces protéines issues de la cellule bêta et ils vont présenter le fruit de leur digestion à une autre cellule du système immunitaire qu'on appelle la cellule dendritique. Cette cellule dendritique, en fait, elle récupère tout ce qui est mangé par les macrophages. Normalement, les macrophages, ils mangent que les substances extérieures à l'organisme. Et puis ces cellules dendritiques, elles vont reconnaître ou pas que c'est une cellule de l'organisme. Elles vont aller activer un premier groupe de lymphocytes T qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs. Les lymphocytes T régulateurs vont décider s'il faut qu'il y ait une réaction immunitaire qui se mette en place ou pas. Si le lymphocyte T régulateur décide qu'il faut qu'il y ait une réaction immunitaire qui se mette en place, à ce moment-là, il va aller regrouper deux autres types de lymphocytes, les lymphocytes T effecteurs et les lymphocytes B, qui vont aller détruire la cellule qui était porteuse de l'antigène reconnu par le macrophage puis par les cellules dendritiques. Donc, quand on n'a pas de diabète de type 1, enfin quand on n'a pas de prédisposition à développer un diabète de type 1, les lymphocytes T régulateurs ils vont reconnaître que ce qui a été digéré par le macrophage, c'est une protéine qui appartient à l'organisme, et du coup il n'y aura pas de réaction auto-immune contre la cellule bêta. Et quand on est à risque de développer un diabète de type 1, à ce moment-là, la cellule dendritique ne reconnaît pas que c'est un antigène du soi, le lymphocyte T non plus, il n'agit pas de façon adaptée, et au final, il va y avoir une amplification de la réaction immunitaire et une destruction de la cellule bêta-pancréatique. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire en développant des thérapies immunologiques? On essaye de trouver des médicaments pour stimuler les lymphocytes T régulateurs pour qu'au lieu d'exciter la réaction auto-immune, au contraire, ils la calment. Trouver des substances pour essayer de calmer les lymphocytes T effecteurs pour qu'ils arrêtent leur processus de destruction. Et puis aussi trouver des molécules qui vont inhiber les molécules produites par les cellules présentatrices d'antigènes pour qu'il n'y ait plus d'excitation des lymphocytes T régulateurs. Et donc prolonger la rémission partielle, ça existe, ça a été rendu possible grâce à un vieux médicament qui s'appelle le teplizumab, qui sont des anticorps anti-CD3. Alors ça, c'est une molécule qui a été découverte il y a maintenant plus de 30 ans et qui a surtout été utilisée dans les greffes. Mais chez l'animal puis chez l'humain, il a été montré que ce médicament pouvait soit retarder l'apparition du diabète chez les patients prédiabétiques, soit prolonger la rémission partielle chez les patients déjà atteints de diabète de type 1. Il a fallu du temps, pourquoi? Parce qu'en fait, ce médicament, il semble mieux agir chez certains patients que chez d'autres, et notamment, il semble mieux agir dans les populations pédiatriques que dans les populations adultes, et c'est pour ça que les premiers essais qui mélangeaient adultes et enfants, au final, les résultats étaient plutôt négatifs parce qu'il y avait plus d'adultes que d'enfants.
Et donc, quand les analyses ont été refaites, on s'est rendu compte qu'en fait, les enfants répondaient à ce médicament. Et donc, il y a des études qui sont actuellement en cours pour permettre de pouvoir administrer ce médicament aux patients qui viennent de déclarer un diabète de type 1, avec des effets parfois assez spectaculaires. Voilà, les prochaines étapes, ça va être que ce médicament puisse arriver sur le marché, ce qui va être probablement le cas rapidement aux États-Unis. Et puis, c'est des médicaments quand même qui sont assez lourds à manier parce que c'est une injection par jour pendant 12 jours avec des effets indésirables qui sont pour l'instant assez lourds. Mais il y a tout un processus de développement pour qu'il y ait des formes sous-cutanées et des formes à plus faible dose pour essayer de diminuer les effets indésirables. Alors, prolonger la rémission partielle, ce n'est pas uniquement par des médicaments. Hein. Nous, au laboratoire, on travaille sur une autre voie qui pourrait être associée à ces médicaments. C'est les modulations des signaux envoyés par l'intestin aux cellules immunitaires. Hein, je vous ai dit qu'il y a probablement quelque chose d'externe qui provoque la destruction des cellules bêta. L'endroit où il y a le plus d'échanges entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, c'est l'intestin. Et nous, on a montré dans le laboratoire qu'il existe des populations immunitaires qui dialoguent avec les aliments via le microbiote et qui probablement pourraient participer à la modulation de l'activité auto-immune au début du diagnostic. Donc ça, c'est encore des voies de recherche, mais c'est des choses pour lesquelles il va y avoir des choses qui vont arriver probablement dans les 20 ans qui viennent. La dernière façon d'améliorer la variabilité glycémique, ça va être de remettre en place une sécrétion endogène d'insuline, c'est-à-dire en gros réinjecter des cellules à insuline aux patients. Alors ça, il y a aussi encore un grand axe de recherche. Hein. Les Américains sont assez actifs là-dedans. Il y a un groupe à Boston qui a fait beaucoup de travail là-dessus et qui continue à travailler. Il y a aussi des groupes en France qui travaillent sur cet aspect-là. Donc l'idée, ça va être de prendre des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire des cellules de l'embryon, qui sont des cellules qui sont capables de se transformer en toutes les cellules du corps, de les transformer en cellules bêta. Donc ça, c'est assez facile entre parenthèses, mais on sait le faire en laboratoire, transformer une cellule souche embryonnaire en cellule bêta. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut que cette cellule bêta, d'abord, elle soit capable de fabriquer de l'insuline. Ce n'est pas parce qu'on fabrique une cellule bêta en laboratoire qu'elle est capable de fabriquer de l'insuline. Il faut aussi qu'elle soit capable de sécréter de l'insuline quand la glycémie monte en quantité suffisante. Ça aussi, c'est encore un long processus pour y arriver. Cette nouvelle cellule bêta, elle doit être protégée du système immunitaire, puisque les patients qui ont un diabète de type 1, ils ont un système immunitaire qui est dressé pour détruire des cellules bêta. Donc, si on réinjecte ces cellules, il ne faut pas qu'elles soient redétruites par le système immunitaire. Donc, ça veut dire que probablement, il faut les protéger, probablement par des mécanismes d'encapsulation. Ensuite, il faut décider à quel endroit on va les injecter. Il faut qu'elles soient injectées à un endroit où quand même elles puissent libérer de l'insuline et que cette insuline aille dans le sang. Ensuite, il faut qu'elles puissent être oxygénées et nourries. C'est-à-dire, si on les encapsule, il ne faut pas qu'on les encapsule trop parce qu'il faut quand même que les nutriments rentrent là-dedans pour nourrir les cellules. Elles doivent pouvoir survivre assez longtemps. L'idée, ce n'est pas d'en injecter tous les mois. C'est qu'il faut qu'elles aient une durée de vie assez longue pour que le patient n'ait pas besoin d'avoir une réinjection de ces cellules bêta trop fréquentes. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut qu'elles soient capables un petit peu de se reproduire pour qu'on garde une certaine quantité suffisante. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'elles se reproduisent trop. L'idée, ce n'est pas d'injecter un cancer aux patients, en fait. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de problèmes techniques à résoudre avant qu'on soit capable d'injecter des néocellules bêta aux patients. Alors, du futur proche au futur lointain, qu'est-ce qu'on va voir arriver dans les mois, les années qui viennent? Les systèmes en boucle fermée, c'est vraiment le grand progrès thérapeutique qui va arriver, on l'espère, avec des premiers remboursements dès l'année prochaine, et puis des systèmes qui vont être de plus en plus faciles à utiliser, de plus en plus physiologiques et de plus en plus efficaces. L'immunothérapie au diagnostic, c'est aussi quelque chose qui va arriver dans les 10 ans qui viennent avec des médicaments, ce qui permettra de prolonger la rémission partielle et donc d'avoir un diabète plus facile et équilibré pendant plus longtemps. Les nouvelles insulines vont aussi arriver. Le développement des immunothérapies va aussi relancer le champ de la prévention du diabète chez les patients à haut risque. Donc là, on est plutôt à un délai de plus de 10 ans parce qu'il y a encore beaucoup de questions, notamment sur qu'est-ce que c'est qu'un patient à haut risque, comment on l'identifie et à quel moment on le traite. Et puis, les greffes de cellules souches, on espère qu'elles arriveront un jour.
Honnêtement, moi, je ne pense pas que je le verrai pendant ma carrière. Je pense que ce seront mes successeurs qui verront les premières greffes de cellules souches chez l'enfant, mais ça finira par arriver à un moment. Voilà, je vous remercie de votre attention.